Alors, je vais parler de beaucoup de choses. On va essayer de faire 45 minutes de cours et puis je vous laisserai, si vous voulez, 15 minutes d'échange avec vous. Voilà, on pourra discuter pendant des heures et des heures sur le ramadan, sur l'activité physique. Mais on essaiera donc d'être clair. Attendez, on va commencer par... On va pas jouer au ballon, mais on va essayer d'avoir un échange ludique. Je vais essayer en tout cas d'être clair, même si la clarté n'est jamais acquise à 100%. Il y a toujours des nuages, mais ce sont des nuages d'été qui vont être dissipés assez rapidement. Il faut que cette intervention soit bénéfique pour vous, pour ce mois du Ramadan. Et puis surtout, je vais essayer d'être le plus simple possible, tout en respectant les dernières données de la science, en tout cas de la médecine. Alors, et puis surtout, il faut que vous partiez d'ici, au moins, avec une idée force, comment profiter de ce mois du Ramadan sur le plan purement médical. Alors, le jeûne et la médecine, quelques idées fausses. Et y compris chez les médecins, vous savez qu'il y a des gens qui disent oui, il faut manger parce que sinon on va tomber dans les pommes, on va avoir ce qu'on appelle une hypoglycémie. Voilà, on va tordre le cou à cette première fausse idée. Si quelqu'un de vous a une hypoglycémie et s'il tombe dans les pommes, c'est qu'il y a une maladie sous-jacente. Et dans ce cas, bien sûr, il ne faut pas faire le ramadan. Un homme normal, une femme normale, n'a pas d'hypoglycémie, même si elle ne mange pas. Je verrai tout à l'heure, je vous montrerai, l'organisme est extrêmement intelligent. On a du sucre dans le sang, mais quand le sucre dans le sang disparaît, on s'épuise. Normalement, l'organisme va aller taper dans les graisses, va transformer la graisse en énergie, et puis va donner ce qu'on appelle la molécule l'ADP, qui va être transmise en ADP, c'est du jargon médical, et qui va donner l'énergie. Donc quelqu'un qui jeûne, s'il est dans de bonnes conditions physiques, s'il est en bonne santé, ne peut jamais avoir ce qu'on appelle une hypoglycémie. Ensuite, le jeûne, il y a des gens qui vous disent oui, quand on jeûne, on ne produit pas intellectuellement, quand on est étudiant, on n'arrive pas à produire effectivement. Effectivement, cette sensation de faim, quelquefois cette fatigue qui est plutôt psychologique, peut agir effectivement sur quelqu'un qui prépare des examens. Sauf que l'activité physique, l'activité intellectuelle est totalement indépendante du jeûne. Et je vais prendre pour exemple mon cas personnel. On ne parle jamais de son cas personnel quand on fait une intervention. Ma meilleure note à la faculté de médecine, c'était la première note, c'était pendant le Ramadan, et c'était sur 1700 personnes, c'était la première année de médecine, c'était ce jour-là, je jeûnais. Donc il n'y a pas du tout de coïncidence, enfin, il n'y a pas d'effet sur l'activité intellectuelle. On peut préparer ses examens, on peut préparer ses cours, on peut travailler normalement tout en jeûnant. On verra par la suite comment faire pour ne pas avoir cette sensation de jeûne en fonction, enfin, cette sensation de faim, et vous dire comment il faut faire. Alors, ça c'est la deuxième fausse idée. Et puis la troisième fausse idée, c'est que normalement, pendant le Ramadan, on dit qu'il ne faut pas faire du sport, parce que quand on fait du sport, il faut manger, donc pour pouvoir avoir de l'énergie, et pouvoir avoir du sucre dans le sang et produire. Alors, si le sport est bénéfique, il est bénéfique d'autant plus que l'homme ou la femme jeûne. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Il faut savoir pourquoi on jeûne. Il y a plusieurs finalités. Je ne vais pas discuter de la partie religieuse du jeûne. Je ne suis pas assez bien placé pour discuter de cela. Je vais vous parler uniquement de problèmes
médicaux, de choses qui sont, voilà, pour que ce jeûne soit bénéfique et surtout pour vous dire que l'activité physique, si elle est faite, d'ailleurs les sportifs de haut niveau, on leur demande, quand vous avez le Tour de France, on demande aux coureurs d'avoir l'estomac vide et on leur demande de ne pas manger. Quand l'estomac est plein, le sang il se concentre pour digérer et par conséquent il y a moins de sang qui arrive au niveau du cerveau. Tous les gens, vous savez très bien tous, quand on mange un repas bien gras, bien lourd, on a envie de dormir. Pourquoi? Parce que le sang, il va au niveau gastrique pour essayer de digérer, et puis il y a moins de sang qui monte au niveau cérébral, et c'est comme ça que vous avez une période post-prandiale où on est le moins efficace. D'ailleurs, à tous ceux qui préparent des examens, tous ceux qui ont des concours à passer, il ne faut jamais passer un concours le ventre plein. C'est extrêmement important. Alors, bien sûr, il faut avoir du sucre dans le sang, il faut on dit que l'activité intellectuelle, elle est maximale 4 heures après le repas. Alors, quand on veut passer un concours, il faut manger, il faut arrêter de manger avant 4 heures avant de passer un examen ou 4 heures avant de passer un concours. Alors, c'est très important parce que ça tord le cou à toutes les idées, tous ceux qui disent voilà, on va manger, puis pour essayer d'être productif. Non, le jeûne n'a jamais arrêté les performances, bien au contraire. Quand on a un estomac vide, on est plus productif sur le plan intellectuel. Et puis une dernière chose aussi, vous savez qu'il y a quelques années, on disait, je prends l'exemple, les gens qui sont atteints de cancer, par exemple, je prends pour exemple un cancer que je connais assez bien, c'est le cancer du sein chez la femme. Aujourd'hui, pour que ce qu'on appelle la chimiothérapie, la radiothérapie soit efficace, pour que la médication soit la plus efficace possible, il faut que les gens soient à jeun. Quand on est à jeun, on a moins de sucre à livrer aux cellules cancéreuses et par conséquent, on a une qualité de traitement, une guérison, une observance qui est parfaite et qui permet une guérison complète. Voilà, c'est extrêmement important. Avant, on disait non, il faut absolument donner aux gens à manger parce qu'ils perdent du poids. Et on s'est rendu compte maintenant, avec le recul, que le fait d'être à jeun permet à l'organisme de répondre beaucoup mieux sur le plan de la chimiothérapie et de la radiothérapie. Alors, quelques idées aussi sur quelques notions de base sur le corps humain. Le corps humain, c'est très complexe. Je pense qu'on n'a pas encore tout trouvé. Le corps humain, c'est une machine magique. Je prends pour exemple qu'aujourd'hui, par exemple, le rendement énergétique, je ne sais pas s'il y a des ingénieurs parmi vous, l'organisme aujourd'hui, il a pratiquement le rendement énergétique est de 90%. Le rendement énergétique d'un véhicule, il est de 5%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'organisme, quand vous consommez l'alimentation, elle est digérée, elle produit de l'énergie à 90%. Bien sûr, on a besoin rapidement, l'organe pour pouvoir normalement vivre, il faut avoir une alimentation équilibrée. Dans les pays occidentaux, on parlera également tout à l'heure des vitamines, des compléments alimentaires et de tout cela. Est-ce que c'est nécessaire ou c'est pas nécessaire? Alors, on a besoin bien sûr de sucre, on a besoin de lipides et on a besoin de glucides. Glucides à peu près 50%, lipides 30%, protides 30% et lipides 20%. Ça, à peu près, c'est la
on va dire, ce sont les normes qu'il faut avoir quand on a une alimentation équilibrée. Quand vous êtes dans certaines régions, vous avez une alimentation un peu plus grasse, dans d'autres régions un peu moins grasse. Ce n'est pas aujourd'hui l'objet du débat. Alors, même chose, la physiologie, la physiopathologie, la performance. Je vais vous parler de sport, mais sachez que le sport pendant le ramadan, il y a du sport aérobie, un sport santé, le sport hémodynamique, et vous avez un sport qui est un sport délétère, un sport dangereux, le sport anaérobie. Alors l'organisme, quand vous avez, au niveau de l'organisme, vous avez une partie de, quand vous êtes face à un danger, vous avez une partie qui est rapidement mobilisable, c'est l'effort anaérobie alactique. C'est-à-dire quand vous êtes face à un danger, vous allez pouvoir sauter sans réfléchir, et là vous allez tout de suite puiser le glycogène qui se trouve au niveau des muscles. Et ensuite, vous avez la deuxième partie, on va aller chercher le sucre dans le sang. Ça va durer à peu près entre 13 et 15 minutes. Et puis au-delà de ces 13 à 15 minutes, on va aller taper dans les graisses pour aller chercher l'énergie. Pourquoi je vous parle de ça? C'est pour vous dire comment fonctionne l'organisme, parce qu'une fois que vous êtes à jeun, au départ, on va commencer à puiser lors d'un effort pendant 13 à 15 minutes dans le sucre qui se trouve dans le sang, mais rapidement, ce sucre va disparaître pour aller chercher dans les graisses de l'organisme. Alors, rapidement, on va se mettre dans le bain en fonction des chiffres en fonction de ce qu'on appelle de l'IMC, l'indice de masse corporelle. Aujourd'hui, cette conférence n'a pas d'intérêt si vous ne connaissez pas votre indice de masse corporelle. Et en fonction de votre indice de masse corporelle, on va vous dire, voilà, c'est tel sport qu'il faut ou tel autre sport qu'il faut. Alors, normalement, la corpulence normale, elle est entre 18,5 et 24,99, pour ne pas dire 25. Alors, l'indice de masse corporelle, c'est quoi? C'est une formule, c'est le poids sur la taille au carré. L'indice de masse corporelle, vous allez voir sur votre téléphone portable, vous allez n'importe sur Dr Google, vous allez taper IMC, vous allez rentrer votre poids, vous allez rentrer votre taille, et on va vous donner votre ce qu'on appelle indice de masse corporelle. Alors, si votre indice de masse corporelle entre 18,5 et 25, vous êtes dans la normalité. Mais il vaut mieux quand on est une femme être à 23 et quand on est un homme être à 24. Ça, ce sont les normes pour ne pas être délétère sur le plan de la santé. Mais si on veut avoir bénéficié pleinement, il faut avoir, je vous dis encore une fois, quand on est une femme à 23 et quand on est un homme à 24, on accepte jusqu'à 25. Quand on est de 25 à 30, on est en surpoids. En surpoids, et là, il y a urgence à faire quelque chose. Quand on a aussi, après l'obésité sur le plan, ce qu'on appelle l'Organisation mondiale de la santé, a considéré quand on est obèse, quand on a un IMC supérieur à 30. Après, vous avez l'obésité de classe 1, classe 2, classe 3. Bien sûr qu'à partir du moment où vous avez une pré-obésité, à partir du moment même où on a un surpoids, le meilleur traitement aujourd'hui, c'est quoi? C'est le jeûne. Il y a deux possibilités de perdre du poids. Le poids aujourd'hui reste avec les maladies cardiovasculaires la première cause de morbimortalité. Aujourd'hui en France, on meurt de maladies cardiovasculaires, mais on meurt surtout de surpoids. Le surpoids tue. Et moi, vous savez, je suis un ancien médecin du SAMU, je vous assure qu'à chaque fois, quand j'allais voir chez quelqu'un qui avait un infarctus du myocarde, quand la personne était en surpoids ou était un peu obèse, j'étais pas sûr de moi et j'étais sûr de ne pas pouvoir systématiquement les récupérer
Bien sûr, Dieu gère les vies, mais aujourd'hui, quand vous êtes un médecin réanimateur ou quand vous êtes un médecin d'urgence et vous venez pour intuber un homme, quand la personne il n'est pas en surpoids, vous le récupérez. Quand la personne est obèse, vous avez les pires difficultés pour le récupérer. C'est extrêmement important. Alors, quand on a un surpoids, quand on est au-delà de 25, il faut agir. Alors, pour perdre du poids, c'est pas sorcier. Alors, vous avez des régimes, vous savez, comme Jeanne, vous savez, à la télévision, il y a à fort renfort publicitaire, on vous vend du régime, sachez, et je pèse mes mots, tous les régimes qu'on vous vend à la télévision récidivent à 99%. Ça ne sert à rien. C'est de l'escroquerie intellectuelle, médicale, parce qu'on va vous donner quelque chose, mais l'organisme va retrouver immédiatement sa mémoire de cellules adipeuses, et vous allez retrouver systématiquement votre poids initial. Alors, pour perdre du poids, la première chose quand on veut être en bonne santé, il faut avoir un poids équilibré. Alors le poids, soit on diminue les apports, soit on augmente les dépenses. On diminue les apports comment? Il y a le sucre, il y a ce qu'on appelle les protéines, il y a les glucides. Chaque aliment a une valeur énergétique. La valeur énergétique la plus importante, c'est le sucre. Vous avez deux types de sucre. Vous avez le sucre d'absorption rapide et vous avez du sucre d'absorption lente. Le sucre d'absorption rapide, c'est ce que vous mettez dans votre thé, ce sont les pâtisseries, c'est le sucre blanc que vous mettez. Alors ça, c'est ce sucre d'absorption rapide est mauvais, du début jusqu'à la fin. Alors, essayez d'éduquer le palais de vos enfants, parce que ça s'apprend dès le jeune âge, pour leur donner moins de sucre, parce que le sucre, c'est une catastrophe. Catastrophe pourquoi? Parce que le sucre, c'est le meilleur moyen pour prendre du poids. Le sucre se transforme en graisse, en matière grasse, parce que quand vous avez trop de sucre dans le sang se transforme, le sucre se transforme en graisse et vous prenez du poids. Voilà, c'est extrêmement important, ce sucre d'absorption rapide, c'est très mauvais. Et d'ailleurs, si vous voulez jeûner, c'est extrêmement important de ne pas, vous pouvez éventuellement prendre du sucre pour les gens qui ne sont pas en surpoids. Vous pouvez prendre du sucre lors de la rupture du jeûne. C'est possible. Mais si vous prenez du sucre juste avant de jeûner, pour le suhour, c'est ça. C'est pas très bénéfique pour vous. Pourquoi? Parce que quand vous avez du sucre dans le sang, vous allez exciter cette partie de faim. C'est-à-dire, une fois que vous n'avez plus de sucre dans le sang, c'est-à-dire au bout de 13-15 minutes, vous allez commencer d'avoir cette excitation des cellules insuliniques et ils vont provoquer la faim. Et c'est comme ça, plus vous mangez sucré, plus vous avez la sensation de faim. Si vous ne voulez pas avoir faim, c'est extrêmement important, ne pas avoir soif, il faut manger des sucres lents, style pâte, style du pain si vous voulez, mais pas de sucre d'absorption rapide. Les sucres d'absorption rapide sont réservés uniquement pour la rupture du jeûne, éventuellement pour les gens qui n'ont pas de problème de poids. Et autre chose, si vous voulez vraiment perdre du poids, donc on avait dit soit on supprime les apports, soit on augmente l'activité physique, les dépenses. Les dépenses, c'est quoi? On les augmente comment? En faisant une activité physique régulière, une activité physique qui va vous permettre de dépenser de l'énergie et par conséquent puiser dans le gras si vous êtes en surpoids. Alors
ce maître de couturière, il faut, j'espère que chacun d'entre vous a un maître de couturière chez lui. Il est capital. Et quand vous allez rentrer chez vous, vous allez faire ce test qui est extrêmement important. Alors, je ne sais pas si certains de vous ont demandé des prêts sont passés chez des médecins pour faire un examen médical pour avoir un prêt bancaire, même si le prêt bancaire est interdit. Aujourd'hui, sachez que le médecin expert, il mesure quoi? Il mesure le périmètre abdominal et il mesure le périmètre thoracique, chez la femme comme chez l'homme. Le périmètre abdominal et le périmètre thoracique. Vous allez être votre propre médecin ce soir en rentrant. Vous allez mesurer votre périmètre abdominal et vous allez mesurer votre périmètre thoracique. Si le périmètre abdominal est supérieur au périmètre thoracique, d'après les données de la science, vous avez 7 fois plus de chances d'avoir une crise cardiaque que le commun des mortels. Donc il y a urgence. Donc vous allez rentrer chez vous, je ne veux pas être trop stressant, il faut essayer. Pourquoi je vous dis ça? Ça veut dire qu'il y a danger. D'ailleurs, quand vous avez ça, les compagnies d'assurance multiplient le risque par 3, la prime d'assurance. Donc, pour les hommes notamment, alors le périmètre abdominal, parce que ce problème se voit plus souvent chez les hommes, alors ce maître de couturière, vous allez rentrer chez vous, vous allez mesurer le périmètre abdominal. Si vous êtes à 109, par exemple, au niveau abdominal, il faut que vous soyez au moins à 110 au niveau thoracique. Voici. Et puis, chez les femmes, bien sûr, ça se mesure en dessous des seins. Bien sûr, ça c'est important. Donc, le périmètre abdominal doit être toujours inférieur au périmètre thoracique. Voilà. Alors, le repas idéal pour une journée de jeûne, comme je vous l'ai dit, alors quand on est en surpoids, ben, il ne faut pas, le temps n'est plus à la polémique, mais à la mobilisation pour perdre du poids. Alors qu'est-ce qu'il y a mieux que le ramadan pour perdre du poids? Vous savez que vous ne pouvez pas manger avant telle heure ou telle heure, donc vous allez pouvoir rester à jeun pendant 14 heures. Alors, si vous voulez bénéficier de cette faculté d'aller consommer dans les graisses, vous allez supprimer ou vous allez diminuer la consommation de glucides. Au lieu d'avoir 50%, moi je conseille à tous les gens, par exemple, qui sont dans le cas de l'obésité. Dans l'obésité, vous allez, comme ça, dire, voilà, à partir de maintenant, je vais manger des protéines et je vais manger également des lipides. Sachez que les lipides, la valeur énergétique des glucides est supérieure aux lipides. Donc, aujourd'hui, c'est extrêmement important. Si vous voulez perdre du poids, alors vous supprimez le sucre. Le sucre, bien sûr, rapide, ça va de soi. Tout ce qui est pâtisserie, vous supprimez. Et tout ce qui est pain, tout ce qui est couscous, tout ce qui est riz, tout ce qui est vous supprimez également. Alors, vous pouvez par contre manger autant de kilos de fruits, autant de kilos de légumes, autant de kilos de viande si vous avez envie, mais pas de sucre rapide et pas de sucre lent, c'est-à-dire pas de pain, pas de riz, pas de couscous, voilà. Donc tout ce qui est sucre d'absorption lente, également supprimé. Et là, c'est la meilleure façon pour perdre du poids. Perdre du poids, pourquoi? Parce que vous ne consommez pas de sucre, l'organisme a besoin de sucre pour vivre, l'organisme est extrêmement intelligent, il va pouvoir aller directement puiser dans les graisses et par conséquent diminuer le poids. Sachez que vous pouvez perdre
300 grammes par jour, 300 grammes par jour en suivant cette méthode. C'est une méthode, premièrement, scientifiquement prouvée, c'est une méthode efficace parce qu'il n'y a pas de récidive, et c'est une méthode surtout très rentable et très peu chère. Je ne vous interdis rien, mais rien. Vous mangez ce que vous voulez, mais vous supprimez, je parle pour les gens qui sont à partir du moment où ils ont 25, ils sont en IMC supérieur à 25. Si vous êtes entre 18 et 25, faites ce que vous voulez, mais essayez de garder votre poids idéal, c'est-à-dire et votre IMC dans les limites de la normale. Alors, le repas idéal, c'est un repas équilibré quand on a une IMC normale, quand on a une IMC, quand on a un IMC qui est supérieur à 25, il faut faire ce que je vous ai demandé de faire, c'est-à-dire être extrêmement sévère avec vous-même, parce que rien ne s'obtient. Je sais, c'est pas évident, je vous le dis ça aujourd'hui, mais quand vous allez jeûner pendant 14 heures, et puis quand on va vous proposer des pâtisseries, vous allez sauter dessus, ben, il faut essayer de, vous savez, quand on veut perdre du poids, c'est un peu martial, c'est un peu, on n'a rien sans rien, mais c'est une méthode qui est extrêmement efficace. Alors, le repas idéal aussi, c'est vous allez prendre tout ce qui est bien sûr limonade, tout ce qui est Coca-Cola, tout ce qui est boisson sucrée, vous supprimez. Et puis également le thé, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui consomment beaucoup de thé. Le thé, c'est un excellent moyen pour couper la soif. Le thé, il est excellent, mais il faut que ce thé soit non sucré. Alors, essayez d'apprendre à vos enfants, apprendre vous-même. Bien sûr, on n'obtient pas tout de suite. Il faut essayer, si vous mettez 1 kilo dans la théière, le deuxième jour, vous mettez 900 grammes, troisième jour, vous mettez 800 grammes, 700 grammes, et ainsi de suite pour réduire la quantité de sucre qui est consommée. Alors, ça c'est pour le repas idéal. Je pense que vous pouvez manger autant de viande que vous voulez. Essayez quand même malgré tout, si vous voulez être efficace, la viande, par exemple, la viande de poulet, essayez d'éviter la peau de poulet, par exemple. Et puis, par contre, vous pouvez, il n'y a pas de limite. Vous mangez, tant que vous avez faim, vous pouvez manger. Mais vous supprimez complètement les glucides. Alors, mettre à profit le mois du Ramadan pour réduire durablement son poids, c'est vraiment l'objectif principal qu'il faut avoir, parce qu'avec un poids qui est élevé, vous avez toutes les maladies de la terre qui vont venir se greffer et puis qui vont vous pourrir la vie. Alors, comme je vous l'ai dit, une récidive quasi systématique des régimes qui sont proposés par-ci et par-là. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de théologie sur le sport, mais le sport, je pense que l'islam est une religion de raison. L'islam n'interdit pas le sport. À partir du moment où le sport respecte l'homme en tant qu'homme, respecte l'individu, et ben le sport est autorisé. Je ne vais pas rentrer dans des considérations rigoristes. À partir du moment où le sport il est fait dans de bonnes conditions, à partir du moment où le sport est un sport santé, le sport santé aujourd'hui, on vous le montrera tout à l'heure, c'est le sport aérobie, c'est-à-dire le vélo, la course à pied, le rameur, la marche rapide reste aujourd'hui. La marche rapide aujourd'hui reste le meilleur des sports. C'est ça? Quand on vous demande à quelqu'un de marcher, il faut marcher vite. Parce que le fait de marcher vite met en marche le système cardiovasculaire,
le système aérobie. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, vous avez deux types de sports. Vous avez le sport délétère, le sport de puissance, le sport de l'apnée, comme la boxe, comme Krav Maga, comme d'autres sports qui nécessitent une violence telle que sur le plan cardiovasculaire et sur le plan pulmonaire, ce n'est pas très bénéfique. Et vous avez un autre sport, un sport aérobie qui va tout simplement vous permettre de réduire la fréquence cardiaque, qui va vous permettre de réduire la masse grasse et d'aller cataboliser la masse de graisse qui se trouve dans chacun d'entre nous. Alors, vous savez, chacun d'entre nous a un capital battement. Plus vous avez votre cœur, je ne voudrais pas être anxiogène pour vous, mais sachez que chacun d'entre nous a un capital battement. Plus le cœur est lent, plus la durée de vie est longue. Alors, les sportifs de haut niveau qui ont 40 de fréquence cardiaque vont pouvoir vivre, en tout cas selon les statistiques, une durée de vie qui est un peu plus importante que le commun des mortels. On considère qu'un sportif va vivre, quelqu'un qui fait du sport, va vivre 7 ans de plus que quelqu'un qui ne fait pas de sport. Qui fait du sport, ça s'appelle du sport aérobie. Et vous avez 3 types de sport. Le sport, comme je vous l'ai dit, il permet de réduire l'activité cardiaque, la fréquence cardiaque. Et vous avez deux autres sports qui sont considérés comme sport et qui sont excellents pour réduire cette fréquence cardiaque. C'est le tir à l'arc. Le tir à l'arc c'est un exercice de précision. Va permettre à chacun d'entre nous d'avoir une activité de fréquence cardiaque moins importante que le commun des mortels. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nos grands-mères qui brodaient vivaient toujours très longtemps, 100 ans, même au-delà de 100 ans. Pourquoi? Parce que le fait de broder, c'est un exercice de précision. En brodant, on essaye de rééduquer le cœur. Alors, et puis vous avez aussi, je ne sais pas si vous avez vu des horlogers, ceux qui préparent les montres. Les horlogers en général vivent toujours très longtemps. Même chose, au-delà de 100 ans. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement important. Cet exercice de précision va permettre de réduire la fréquence cardiaque et va permettre d'allonger par conséquent la durée de la vie. Et le tir à l'arc reste dans les sports le meilleur sport pour pouvoir justement réduire cette fréquence cardiaque. Bien sûr, le sport et l'islam sont antinomiques. Ce sont des questions que je me pose à moi-même et à vous. Moi j'ai les réponses, mais je pense que chacun d'entre nous, bien sûr, sait que le sport et l'islam ne sont pas antinomiques. À partir du moment où le sport il est fait dans de bonnes conditions, le mois du Ramadan, le jeûne, bien au contraire, rend le sport plus bénéfique pour chacun d'entre nous. Alors, y a-t-il une compatibilité entre islam et sport? Bien entendu. Alors ça, ce sont des questions d'ordre, on va dire, d'ordre religieux. Alors, je laisse les religieux y répondre, mais sachez que le sport est un bon moyen pour essayer, c'est une valeur éducative et sociale. Il donne une certaine forme d'éthique avec le respect du soi, le respect de l'autre, la vie en société. Le fait de participer, de faire du sport vous permet d'être toujours intégré au sein de la société. C'est bien sûr, au-delà des effets bénéfiques du sport, c'est également le meilleur antidépresseur. Le meilleur antidépresseur, c'est le sport. Aujourd'hui, l'organisme produit ce qu'on appelle des endorphines, de la morphine. Mais c'est de la morphine naturelle. Quand vous faites du sport, pour les gens qui n'arrivent pas à dormir, il n'y a pas mieux de faire du sport. Parce que le fait de faire du sport va vous permettre de produire des endorphines et vous endormir. Reste aujourd'hui le meilleur antidépresseur qui puisse exister et le meilleur somnifère
qui puisse également exister. Bien sûr, je ne vais pas vous parler des effets protecteurs du sport sur la santé. Alors plein de maladies, on verra par la suite, plusieurs maladies où le sport aujourd'hui est considéré comme, depuis maintenant pratiquement 1 an et demi, vous pouvez aller voir votre médecin traitant, il vous prescrit une activité physique. Le sport est devenu un médicament. Un médicament. Est-ce qu'il est contre-indiqué pendant le ramadan? Non, il n'est pas contre-indiqué, il est plutôt recommandé. C'est un médicament et aujourd'hui, dans ce qu'on appelle les 36 maladies, ce qu'on appelle d'ALD, d'affection à longue durée, que la sécurité sociale considère comme maladie invalidante, aujourd'hui on a la preuve qu'une activité physique aérobie, c'est-à-dire une activité qui rentre dans le cadre du sport santé, est une activité bénéfique et une activité qui pourrait être un élément protecteur et un élément bénéfique pour la guérison de ces maladies. Alors, bien sûr, l'effet sur le développement de la puissance, il améliore la mémoire, les muscles, l'indice de masse corporelle. La pratique d'une activité physique permet de limiter les facteurs de risque en améliorant l'équilibre. Vous savez, les personnes âgées, aujourd'hui on a un problème en France avec les personnes âgées et les troubles de l'équilibre. Le fait de faire une activité physique reste le meilleur moyen pour vivre le plus longtemps possible. Et puis, le fait de garder une activité physique améliore la qualité de l'os. La qualité de l'os. Vous savez, plus on vieillit, plus l'os devient friable. Et notamment chez les femmes, à partir du moment où les femmes qui sont ménopausées, une femme ménopausée, il suffit qu'elle tombe pour qu'elle ait une fracture. Bon, je parle des femmes qui n'ont pas ce qu'on appelle de traitement substitutif. Le traitement substitutif, on le prend quand on n'a pas d'antécédent de cancer de sein. Mais, donc c'est pour ça qu'il faut essayer de faire attention. La qualité de l'os, elle est meilleure quand on fait une activité physique. Et la meilleure activité physique qui puisse exister, alors je le dis devant vous, c'est la prière. Quand une personne âgée fait sa prière 5 fois par jour, elle va aller chercher les dernières flexions, les dernières extensions au niveau des articulations du rachis, au niveau des articulations des genoux, au niveau de la hanche, et permet et lutte contre la rigidité. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu comme moi, vous avez des gens qui marchent comme ça dans les rues, les personnes âgées, plus vous avancez en âge, plus vous courbez avec une hyperlordose qui est prononcée de plus en plus quand vous atteignez un certain âge. Alors, le fait d'aller chercher, quand vous faites votre prière par exemple, reste la meilleure rééducation possible. C'est une rééducation 5 fois par jour dans laquelle on sollicite l'ensemble des articulations. Et vous avez une dernière information dans cette rééducation. Moi je me rappelle, quand j'étais étudiant, on avait notre professeur de neurochirurgie, je me rappelle c'était son premier cours. J'étais étudiant à l'époque, et il nous avait dit, écoutez, je vais vous donner des conseils. Un conseil que vous allez donner à vos proches. Alors, tous les matins, quand vous vous levez, vous allez faire comme ça, vous allez tourner la tête, vous allez rester 1 minute, et vous allez tourner de l'autre côté 1 minute. Pourquoi? Tout simplement parce que l'organisme fabrique ce qu'on appelle du cholestérol. Cholestérol, soit parce qu'on mange trop de gras, soit parce que l'organisme lui-même, vous avez des gens qui mangent normalement équilibré, et vous avez du cholestérol qui monte, et quand le taux de cholestérol augmente dans le sang, vous avez un dépôt qui se fait au niveau des artères. Le fait de tourner la tête, vous le faites combien de fois? J'ai appris tout à l'heure 17 fois non, combien de fois? 4 fois, 5 fois. Donc, pour les gens qui se limitent à leur prière obligatoire, font ça 10 fois par jour.
10 fois par jour, vous allez faire ce mouvement qui est nécessaire. Pourquoi? Parce que quand vous tournez la tête, vous coupez la circulation, parce que vous avez deux carotides, la carotide à droite et à gauche. Quand vous coupez la carotide droite, vous avez la gauche qui travaille à plein régime et qui nettoie, comme un Karcher, l'ensemble des dépôts de cholestérol. Donc le fait de faire votre prière, au-delà de la rééducation, on va dire physique, de 5 fois par jour de toutes les articulations, vous allez également travailler cette partie qui est extrêmement importante, et ça, ce sont les AVC, les accidents vasculaires cérébraux, qui sont en forte augmentation et qui peuvent être prévenus. Bien sûr, c'est par la seule et unique façon pour prévenir les accidents vasculaires cérébraux, mais le fait de tourner la tête, donc 5 fois par jour, donc 10 fois par jour plutôt, ça va vous permettre d'améliorer ce qu'on appelle le réseau de suppléance qui se trouve au niveau du cerveau et prévient donc la survenue de ces accidents vasculaires cérébraux. Alors, je ne vais pas m'attarder sur ça, l'islam et le sport, bien sûr, il faut faire du sport de façon saine, il faut tout d'abord écouter son corps. L'organisme est extrêmement bien doté par des systèmes d'alarme. Quand on est fatigué, on arrête. On ne va pas au-delà de ses capacités. Ne faites pas comme ce ministre tunisien de la Santé qui est décédé, qui nous a quittés il y a quelques mois, qui voulait participer au marathon. Je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a quelques mois de cela, 8 ou 9 mois, il voulait participer à un marathon à Tunis, et au bout de 500 mètres, il est tombé, il est mort tout simplement parce qu'il voulait, quand on fait du sport de façon progressive, on le fait de façon intelligente, on ne décide pas comme ça du jour au lendemain d'aller faire du sport. Et puis je vais profiter parce que je risque d'oublier tout à l'heure. Alors quand on fume, quand on prend du cannabis ou quand on fume, on ne fait pas de sport. Soit on fait du sport, soit on fume. Parce que le fait de faire du sport, un sportif de haut niveau par exemple, quand il fume, un sportif de haut niveau, quand il fume une cigarette, c'est comme quelqu'un d'autre qui a fumé un paquet. C'est extrêmement important. Le sportif de haut niveau, quand il fume une cigarette, les méfaits de la cigarette sont beaucoup plus importants chez le sportif que chez quelqu'un qui ne fume pas. Si on fume, si on prend du cannabis, on ne fait pas de sport, ça va de soi, parce que c'est la porte ouverte à toutes les complications cardiovasculaires et toutes les complications comme malheureusement ce ministre tunisien de la Santé qui a perdu bêtement la vie en voulant faire le marathon et en voulant faire comme tout le monde. Alors, bien sûr, il y a le dopage. Moi, je suis spécialiste du dopage, mais je ne vais pas vous importuner avec le dopage, parce que c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Il faut écouter son cœur, il ne faut pas prendre de produits pour essayer d'améliorer sa capacité physique. Il faut s'entraîner et il faut augmenter progressivement. La première fois, on fait le tour de pâté de maison. La deuxième fois, on fait le tour de pâté de maison avec 10% de plus, 5% de plus, et ainsi de suite. On fait les choses de façon progressive et de façon raisonnable. Et puis l'éthique du sport, au-delà de ça, vous avez vu que quand on fait du sport, on essaye d'être correct avec ses coéquipiers, avec les joueurs. On ne fait pas ce qu'a fait récemment, la semaine dernière, entre Dijon et Amiens, avec des propos racistes. L'islam, bien sûr, est contre cela. L'islam est contre toute forme de xénophobie, contre toute forme de racisme, et notamment dans le sport. Alors, pourquoi je vous parle de ça? C'est aussi des rébarbatifs. C'est le journal officiel, il n'y a pas plus indigeste que le journal officiel. C'est pour vous dire tout simplement que
que l'activité physique aujourd'hui, depuis 2017, depuis le 1er mars 2017, c'est une activité physique aujourd'hui qui est remboursée par la sécurité sociale et par certaines mutuelles. Il suffit d'aller voir votre médecin traitant. C'est une consultation médicale qui coûte 2C, c'est-à-dire le médecin traitant il est remboursé, lui, de 50 €. Donc c'est deux consultations. Et aujourd'hui, on peut vous prescrire une activité physique parce qu'aujourd'hui, l'activité physique est bénéfique pour chacun d'entre vous. Alors, bien sûr, l'activité physique, vous avez le journal officiel il faut tout cadrer sur le plan légal. Bien sûr, je ne vais pas vous importuner avec cela. Alors, la prise en charge de patients doit être progressive en termes de forme, d'intensité, de durée de l'exercice, bien sûr. Quand on fait une activité physique, on la fait de façon progressive et de façon très, très, très réfléchie. Alors, l'activité physique, pendant le ramadan, elle est extrêmement importante parce qu'elle va permettre de prévenir de façon très efficace certaines choses. Et elle va participer à 3 façons de prévention. La prévention primaire, la prévention secondaire et la prévention tertiaire. La prévention primaire, c'est qu'on sait que le fait de faire une activité physique va améliorer l'activité cardiovasculaire et va permettre d'éviter certaines maladies, et notamment cardiovasculaires. Et chez les gens qui sont malades, ça peut être ce qu'on appelle une activité de prévention secondaire. On va essayer de réduire, de corriger les formes graves de certaines maladies pour les rendre plus praticables dans la vie de tous les jours. Et surtout en prévention tertiaire pour réparer des complications de nombreuses maladies chroniques qui sont aujourd'hui au nombre de 36. Alors, ce que je vous dis, c'est quelque chose qui a été documenté, c'est quelque chose qui a été étudié. Ce sont les dernières, ce qu'on appelle bonnes pratiques médicales, ce sont les dernières données de la science. C'est des médecins qui travaillent depuis des dizaines d'années sur la question. Et aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est quelque chose de concret. Parce que il y a quelques années encore, quand j'ai commencé ma médecine, croyez-moi, je ne suis pas si vieux que ça, il y a quelques années, on disait que quand quelqu'un était porteur d'une maladie chronique, on disait surtout, quand on est un médecin, il faut surtout qu'il se repose. Et aujourd'hui, on dit quelque chose, on tient un discours totalement contraire au discours qui a été tenu par les propres médecins. Et vous avez encore des médecins aujourd'hui qui vous disent non, il faut vous reposer. Sachez que si vous êtes arthrosique, le fait de lutter contre l'arthrose, pour guérir votre arthrose, il faut marcher. Il faut marcher, il faut faire une activité physique. Et d'ailleurs, toutes les fédérations sportives, les 107 fédérations françaises qui existent aujourd'hui ont adhéré au programme. Et aujourd'hui, vous pouvez choisir un sport dans une fédération. Il suffit d'aller voir le médecin fédéral et pour vous inscrire dans une remise de forme dans le sport que vous avez choisi, avec une surveillance fédérale et avec une surveillance qui est prise en charge, tout d'abord prise en charge intégralement et surtout une prise en charge qui est documentée, une prise en charge qui a donné premièrement des résultats positifs jusqu'à maintenant. C'est une expérience qui a commencé encore une fois en 2017. Ça a été mis en place là, tous les médecins ne sont pas au courant. Vos médecins traitants par exemple, il suffit de leur dire voilà, il faut aller voir tel ou tel article de loi, vous pouvez faire ça, ou pour tout simplement pour qu'ils puissent vous envoyer chez le médecin fédéral. L'Union des médecins fédéraux que je préside sur le plan médical, elle est très sensibilisée et accueille tous les malades pour pouvoir prodiguer l'activité physique comme médicament. Alors,
Alors bouger, c'est la santé. Alors bouger, c'est la santé, l'activité physique, ça sont des choses que vous entendez à longueur de journée. Alors, bien sûr, on ne fait pas de sport comme ça, on fait un sport selon nos envies. Surtout en fonction des moyens financiers, vous avez des sports qui sont plus coûteux que d'autres. Vous avez des sports qui se font dans des structures proches. Quelqu'un qui veut être toujours avec ses copains, il faut qu'il choisisse un sport d'équipe, un sport dans une salle, et puis selon des amis, et puis surtout vous avez des sports qui se pratiquent de façon très pas chère. Le meilleur sport reste encore une fois le sport, la marche rapide, la natation et le vélo. La marche rapide, la natation, le vélo, le rameur également, ce sont des sports aérobies qui vont vous permettre d'avoir une prévention, participer à la prévention primaire, secondaire et tertiaire. Alors, même chose, il y a le sport, on a vu, si vous êtes porteur de ces 36 maladies chroniques invalidantes selon la sécurité sociale, aujourd'hui, la sécurité sociale vous rembourse votre prise en charge sportive pour pratiquer si vous avez si vous faites partie de ces 36 maladies. Alors, il faut, bien sûr, on ne fait pas de sport chez quelqu'un qui n'est pas stabilisé. On fait un sport chez quelqu'un qui a été diagnostiqué, qui a été vu par des médecins et qui a été recommandé et surtout pour les contre-indications. Alors, avant de prescrire, les médecins sont formés pour cela. On demande à ce que le patient, bien sûr, cherche, le stade de sa maladie, le handicap physique, ce que le patient fait, en fonction de ce que le patient sait, ce que le patient est, parce que si le patient est inquiet, s'il a peur du vide, on ne va pas lui faire du parachutisme ou de ce qu'on appelle du vol libre. Donc voilà, il faut vraiment s'adapter avec la demande du patient, et puis la prescription doit se faire en étroite collaboration avec ses voeux, avec le patient, avec le médecin qui l'a vu, qui l'a examiné. Alors, là, on va attaquer le dur du sujet. Alors, le surpoids, les sports qui sont nécessaires. Bien sûr, si vous faites la course à pied, si vous êtes en surpoids, vous allez aggraver votre cas. Alors, tout d'abord, on évite les courses. On évite aussi la piscine, même si la piscine est intéressante sur le plan cardiovasculaire, parce que les gens ne veulent pas, quand ils sont en surpoids, faire de la piscine. Alors on préfère un sport plus intense. Sachez que l'activité physique régulière qui est recommandée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, c'est 30 minutes 5 fois par semaine. Donc 5 jours sur 7, une activité physique de 30 minutes permet d'améliorer, donc d'augmenter la durée de vie de 7 années. C'est quand même important. Et puis, il y a des applications que vous avez chacun sur son portable. Il faut que chacun d'entre vous puisse faire 10 000 pas par jour. 10 000 pas par jour. Ça, c'est bien sûr la même chose. Si on ne fait pas 10 000 pas par jour dès la première journée, vous pouvez commencer avec 2 000, 3 000, 4 000. Mais si vous voulez avoir une activité physique bénéfique, il faut donc ces 30 minutes 5 jours sur 7 ou 3 jours de 45 minutes et surtout la chose la plus facile, marcher 10 000 pas, la marche à 4 km/h, sans bâton bien sûr, et puis le cyclisme, les séquences courtes et répétées
encourager, donc il faut éviter de peser quand on est en surpoids. L'activité, alors si vous avez un intérêt, un seul intérêt à l'activité physique, c'est bien ce qu'on appelle le diabète non insulino-dépendant. Le diabète non insulino-dépendant, c'est une maladie qui est acquise. Le diabète, on parle beaucoup de diabète. Vous avez deux types de diabète. C'est très important ce que je vais vous dire, parce que ça risque d'éviter énormément de complications. Et le diabète de type 2, il est notamment présent dans la communauté, malheureusement, la communauté musulmane. Je ne sais pas pourquoi, parce que probablement à cause du fait que les hommes, les femmes font moins d'activité physique que le commun des mortels, et surtout l'alimentation est probablement un peu plus grasse. Alors, des deux types de diabète, vous avez 5% des diabétiques qui sont ce qu'on appelle des diabétiques de type 1. C'est quoi le diabète de type 1? C'est à la faute de pas de chance. Vous avez, comme ça, du jour au lendemain, vous avez un enfant qui a 8 ans, 9 ans, 14 ans, 15 ans, c'est un diabète juvénile. Un jour, votre enfant va se réveiller avec un diabète de type 1. Personne encore aujourd'hui en médecine ne sait pourquoi les gens deviennent diabétiques. C'est pas une maladie familiale, c'est pas une maladie génétique, c'est pas une maladie comme ça. Le sort s'abat sur quelqu'un et vous avez que si votre diabète, on diagnostique le diabète de type 1 chez votre enfant, et c'est un fardeau. C'est un fardeau. C'est peut-être, c'est pas très bien dit de dire un fardeau. C'est une épreuve extrêmement difficile et extrêmement dure parce que le diabète, c'est un homme, c'est souvent un jeune garçon de 8 ans, 9 ans, une jeune fille, 8, 9 ans, 10 ans, 14 ans, jusqu'à 18 ans, comme ça qui va se réveiller avec le pancréas qui est en panne, qui ne produit plus d'insuline, le sucre monte dans le sang, et si on n'intervient pas en urgence, l'enfant tombe dans le coma et l'enfant meurt. Et aujourd'hui, même aujourd'hui en France, moi quand j'étais au SAMU, il y avait des gens qu'on allait chercher parce qu'ils étaient en acidocétose diabétique, et le médecin traitant ne savait pas ce que le jeune garçon a eu, et on découvre avec les analyses, ce sont des diabètes de type 1. Alors, le diabète de type 1, le sport bien sûr, quand on est diabétique de type 1, le ramadan est totalement contre-indiqué. L'enfant doit manger 5 à 6 fois par jour, l'enfant doit respecter, depuis maintenant quelques années, 5-6 ans, on a des pompes à insuline, la durée de vie du diabétique, le diabétique a la même durée de vie que n'importe qui d'entre nous. Voilà. Quand on est diabétique en France, je parle en France, on vit de la même manière si on suit le traitement. Bien sûr, mais c'est une injection d'insuline de façon régulière. Mais le diabète de type 2, le diabète gras, ça s'appelle le diabète non insulino-dépendant, celui qui touche 95% des gens, c'est un diabète qui peut être évité. C'est un diabète que nous fabriquons nous-mêmes avec le surpoids. Quelqu'un qui est en surpoids, au-delà de 25, au-delà de 30, c'est sûr, à 100%, il développera un diabète de type 2. Et le diabète de type 2, dans un premier temps, on va donner des médicaments, on va donner ce qu'on appelle des antidiabétiques oraux, et puis par la suite, il y aura ce qu'on appelle une inflation, et ces antidiabétiques oraux ne seront plus efficaces, et on sera obligé de donner ce qu'on appelle de l'insuline. Mais c'est un diabète que nous-mêmes nous avons créé. Et aujourd'hui, alors si parmi vous, vous avez des diabétiques, aujourd'hui nous avons la preuve, nous avons la certitude que les gens qui perdent du poids, vous êtes diabétiques.
forcément vous êtes au-delà de 25 en IMC. Si vous rentrez dans le cadre entre 18 et 25, votre diabète disparaîtra à jamais. Mais il faut faire vite, parce que quand il y a une inflation, quand le pancréas devient totalement impuissant, parce que dans le diabète de type 2, le pancréas continue à fabriquer de l'insuline, mais l'insuline qui n'est pas de bonne qualité. Le fait de perdre du poids, et personne ne sait pourquoi, le fait de perdre du poids va permettre au pancréas de fabriquer de l'insuline de bonne qualité et par conséquent, le diabète guérit. Alors vous avez deux possibilités. Le diabète non insulinodépendant, quand il n'est pas traité, quand il est insuffisamment traité, peut entraîner des maladies extrêmement graves. Le diabète, c'est quoi? Le diabète, ça fait peur. Le diabète, ce sont des amputations. Le diabète, c'est une cécité. Le diabète, ce sont des neuropathies. Les diabètes, c'est surtout des maladies cardiovasculaires. Des maladies cardiovasculaires extrêmement importantes. Alors, on peut prévenir le diabète insulinodépendant, non insulinodépendant, avec une activité physique et surtout avec la réduction du poids. Alors, ça c'est vraiment, s'il y a aujourd'hui une maladie qui est totalement guérissable, c'est le diabète non insulinodépendant. Alors le diabète de type 1, malheureusement, la médecine ne peut rien faire. On ne sait pas pourquoi le diabète apparaît, on ne sait pas pourquoi ces enfants deviennent diabétiques, mais par contre, le fait de faire une activité physique régulière permet à ces enfants de participer à la vie en société normalement et permet une adaptation sociétale parfaitement normale. Alors, il me reste combien de temps? Non, pas 5 minutes. Alors, rapidement, alors, je vais aller très rapidement. Alors, l'insuffisance cardiaque, même chose, c'est une maladie qui est parfaitement guérie avec quoi? Avec l'activité physique et surtout avec la réduction du poids. Le fait que quand on est en surpoids, on surcharge le ventricule droit, le ventricule gauche, et on n'arrive plus à pomper le sang du ventricule droit vers les poumons, et c'est comme ça qu'on a ce qu'on appelle des œdèmes au niveau du membre inférieur. Alors même chose, l'asthme, l'activité physique, plus on est gros, plus on a ce qu'on appelle l'apnée du sommeil, plus on a de l'asthme aussi. Il n'est pas complètement guéri avec une activité physique, mais le fait d'avoir un poids contrôlé permet une adaptation, un traitement de l'asthme beaucoup plus confortable. Alors, cancer du sein, on a la certitude aujourd'hui que les femmes qui ont des cancers du sein, mais c'est une maladie qui est répandue en France, et quand on sait que quand on a un cancer de sein, la fille aura forcément un cancer de sein. Malheureusement, c'est une maladie, par contre, dans ce cas, elle est génétique, mais on sait que le fait de faire une activité physique permet une guérison et une rémission totale du cancer de sein. L'arthrose, on ne va pas en parler, l'arthrose avec l'activité physique, il n'y a pas mieux. Plus on est arthrosique, plus il faut faire une activité physique, et plus on est arthrosique, plus on doit réduire son poids, parce que le poids et les articulations ne font pas bon ménage. Lombarthrose, même chose, plus on est en surpoids, plus on a des lombarthroses, plus on est en difficulté. Et bien sûr, même chez les paraplégiques, même chez les aveugles, on peut faire des activités physiques. Les troubles de la personnalité, même chose. Alors les greffes d'organes également. Et puis je voudrais finir avec le cannabis. Le cannabis, alors quand on fait le cannabis, c'est un fléau sociétal, un fléau qui peut noter.
récemment, j'étais dans une prison et le médecin de la prison m'a dit que 70% des gens qui étaient à l'intérieur, c'était pour des problèmes de cannabis et de drogue. Donc la drogue est aujourd'hui un fléau qui touche toutes les sociétés, toutes les communautés, et particulièrement la nôtre. Je pense qu'il faut essayer d'être extrêmement vigilant. Les gens qui fument, les gens qui se droguent, les gens qui boivent de l'alcool, ce sont des addictions qui sont très difficiles. Il ne faut pas leur jeter la pierre parce que ce sont des pathologies. Il faut les traiter avec beaucoup de bon sens. Je voudrais cependant vous dire quelque chose de très important. Il y a quelques années, on était dans le tout répressif, et aujourd'hui, on considère que le tout répressif ne sert absolument à rien. Quelqu'un qui fume, quelqu'un qui se drogue, quelqu'un qui boit, va continuer à boire, à se droguer, même si vous le punissez. Donc on s'inscrit dans une logique de réduction des risques. C'est comme vous savez, maintenant on essaie de donner de la méthadone, on essaie de donner des seringues pour essayer d'éviter des surinfections, des complications. Mais je voudrais vous donner ce conseil à vous tous, avant de partir. On peut éviter l'alcoolisme, on peut éviter la drogue, on peut éviter le cannabis. C'est un problème de reconnaissance. C'est un problème de personnalité. Un problème d'estime de soi, de confiance. Si vous avez un enfant, le rôle des parents, il y a un seul rôle, c'est le médecin qui parle. À la rigueur, vous savez ce qu'on cherche, on ne cherche pas à ce que nos enfants puissent faire des études, briller dans la vie. Ça ne sert à rien. À rien. Chaque enfant trouvera son bonheur tout seul. Chaque enfant trouvera son chemin tout seul. Vous avez un seul rôle. Un seul. Et ce rôle, c'est ce conseil qui va éviter la drogue, qui va éviter les problèmes de personnalité, qui va éviter les addictions. Ça s'appelle la confiance en soi. Quand vous avez un enfant, vous ne pouvez pas, ça c'est le rôle des médecins, mais également des instituteurs, mais le rôle surtout de la cellule familiale. Quand vous avez un enfant, votre enfant, il doit être sur un piédestal. Un enfant, quand il fait une bêtise, essayez, même si vous faites la remarque de façon intelligente. Un enfant ne s'humilie pas. On s'est rendu compte que tous les enfants qui sont drogués, ce sont des enfants qui n'ont pas été écoutés. Ce sont des enfants qu'on a méprisés. Ce sont des enfants qu'on a humiliés. Ce sont des enfants que nous avons mis à l'écart. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, à vous tous, alors pour vous, pour les enfants des autres, faites attention, chaque mot, chaque parole, au niveau du cerveau d'un enfant, fait de l'écho. C'est-à-dire qu'il suffit d'un petit rien pour qu'un enfant bascule, pour qu'un enfant perde la confiance en soi. Et quand la confiance en soi, elle est perdue, c'est une vie qui est perdue. Alors votre rôle en tant que père, en tant qu'institut, en tant qu'imam, en tant que responsable associatif, mettre l'enfant qui est sous votre responsabilité, le mettre sur un piédestal, quand il fait une petite victoire, l'amplifier, et quand il fait une erreur, faire semblant, peut-être la remarquer, mais la remarquer intelligemment. Ne jamais humilier. On s'est rendu compte que tous ceux qui sont dans les prisons, aujourd'hui, les prisons françaises sont remplies par des gens de la communauté musulmane. Ce n'est pas normal. Le médecin que je suis, à chaque fois que je vois ça, je suis en colère. Je suis en colère, mais il faut savoir pourquoi.
Il faut savoir pourquoi ces enfants qui sont... Vous savez, quand on rentre dans une prison, toute la vie est gâchée. Dans une prison, on se fait violer. Dans une prison, on se fait tabasser. Dans une prison, on se fait humilier. Et on sort encore plus davantage, encore plus drogué qu'avant. Donc la prison ne sert à rien. Donc il faut éviter. Il faut éviter les problèmes d'addiction. Il faut éviter le problème de consommation du cannabis. Et je voudrais également vous dire que quand vous consommez du cannabis sur le plan légal, quand vous avez un accident mortel ou un accident qui entraîne une infirmité, vous savez, la police vous fait une prise de sang. Quand vous consommez du cannabis, le cannabis reste 8 semaines dans le sang. Vous consommez le 1er avril, le 1er juin, vous avez encore du cannabis dans le sang. Donc sur le plan légal, même si vous n'avez rien à voir avec l'accident, vous êtes totalement responsable et vous risquez de payer toute votre vie. Donc le cannabis, ce sont des problèmes d'addiction. Pourquoi je parle d'alcool? Parce que moi j'ai un peintre qui est venu me voir. Il était tout le temps ivre, mais tout le temps ivre. J'ai appris qu'il va faire le ramadan. Donc probablement il veut faire le ramadan, mais il est tout le temps ivre, ce monsieur. Moi j'ai toujours peur parce que quand il monte sur une échelle, le fait de ne pas garder l'équilibre, ce sont des gens qui meurent trop jeunes, qui meurent trop vite. Et puis je voudrais encore une dernière colère. Allez dans des carrés de cimetières musulmans, 19 ans, 20 ans, 25 ans. Allez dans d'autres cimetières, 95 ans, 100 ans, 110 ans. Pourquoi on meurt plus jeune? Pour quelle raison? C'est le médecin, c'est un cri d'alarme. Mais c'est notre responsabilité, à tous. Responsabilité, c'est une responsabilité sociétale. Regardez, quand le musulman pratique sa religion, qui est la religion du milieu, sans être rigoriste, sans être extrémiste, mais être raisonnable, en paix avec soi-même, on excelle. Regardez, à Verrouès, le lycée musulman, quand ils ont suivi l'islam du milieu, l'islam de la science, l'islam du savoir, il était noté comme premier lycée en France, devant Charlemagne, devant Louis le Grand, devant tous ces lycées, les lycées qui sont prestigieux depuis des siècles en France. Donc il ne faut pas, vous avez tous une lourde responsabilité, une responsabilité surtout pour le cannabis, le tabac et toutes les addictions, les alcools. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Ce sont on a fini, j'ai fini. Vous dire que la charge qui repose sur chacun d'entre vous, elle est lourde, elle a énormément de conséquences. Il faut savoir la porter, il faut savoir la gérer, parce que toute la génération future, elle repose sur vous. Alors soyez dignes de la porter, comme l'islam vous a demandé de le faire. Merci.